satire, l'humour, la musique, la beauté, la légèreté, etc., qu'on mène ce combat-là. Parce que les sociétés où il y a ça, on ne veut pas qu'elles deviennent des sociétés comme celles qu'on a quittées ou des sociétés dans lesquelles nous avons vécu notre enfance. Voilà, il faut vraiment que les gens le sachent. Le mouvement apostat n'est pas un mouvement qui concerne l'islam et des gens qui veulent quitter l'islam tranquillement. Non, nous avertissons les démocraties et les sociétés de ce danger qu'est l'islam, parce que nous en sommes issus. Voilà, merci, c'était tout ce que je voulais préciser. Pas de souci. Et je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, dans l'absolu, oui, en vrai, ça nous concerne pas que l'islam soit réformé ou pas. Mais si vous pouviez le réformer, ben, au passage, ça nous ferait du bien aussi, de pas être tué par rapport au fait qu'on soit apostat. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, au passage, si jamais il y a eu une réforme, Ouais. ça m'arrangerait. Moi, Euh, je- moi, 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 oui, je rajoute que oui, moi je suis pour, hein. J'hésite pas à dire, je suis pas musulman, mais voilà, j'encourage les musulmans à réformer leur religion, sous évidemment. peine d'être détestés constamment et de se plaindre d'être détestés et tout ça, et que ça a continué comme ça. Réformez votre religion, les mecs, cool. Il est Et comment Fonzie? Il est comment Fonzie? Il est cool. Bah, soyez cool, réformez votre religion. Il y a plein de trucs à foutre exactement. à la poubelle dans vos textes. Faites-le, faites-le, faites-le. Voilà. Alors, merci. Alors, Madame Fadema Aloufi, il y a une question pour vous qui dit, que pensez-vous du rôle du PTB, donc Parti du Travail belge, c'est ça, sur la montée des islamistes? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un parti d'extrême gauche qui est un peu comme il est filles, mais en même temps, chez nous, le PTB, le Parti socialiste, c'est comme il est filles en France. C'est exactement Ah, la même façon de penser, même le Parti socialiste, hein. C'est plutôt c'est l'équivalent du LFI. Et bien sûr que le PTB et le Parti socialiste, c'est les premiers à avoir été gangrénés, et puis après, ça en est suivi les Verts, les écologistes. En sachant évidemment que pour les frères musulmans, pour les islamistes, hein, c'est peu importe le parti, eux, ce qu'ils veulent, c'est dans chaque parti mettre des personnes pour influencer à l'intérieur des partis. Et tous ces partis-là sont complètement gangrénés. Le PTB, qui est le parti d'extrême gauche, c'est un parti clairement qui a toujours milité, qui a été pro-palestinien depuis le début, qui est voilà, avec de l'antisémitisme derrière, etc., sous couvert d'antisionisme, mais en réalité c'est un antisémitisme. Donc tout ça, et on le sait, et pour moi c'est ce qui symbolise maintenant, c'est le PTB, Parti socialiste et les écologistes, pour moi c'est l'équivalent du LFI. Et clairement, ah, ils sont de façon complètement gangrénés et complètement avec un logiciel frériste. et vous pensez que c'est du vraiment de l'opportunisme et du clientélisme politique, ou ils sont convaincus qu'il y a moyen que le projet islamiste soit favorable, ou c'est juste comme le fait Mélenchon, c'est pour obtenir des voix et c'est tout. Voilà. Il n'est pas vraiment convaincu par le projet en tant que tel. Au départ, c'était pour obtenir des voix et ils se sont dit, ouais, on va pouvoir les contrôler. Le Voilà, c'est ça. problème, c'est que maintenant, ils voient qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et donc maintenant, ils en ont Ah, peur. Vous voyez? Maintenant, ah oui. les islamistes, ils ont pris le pouvoir, hein. On va dire, les belgo-belges qui étaient aux origines, on va dire, de ces partis, ils ne peuvent plus, ils ne pèsent plus du tout. Ils n'ont plus aucune force. Ils savent qu'ils dépendent d'eux. Donc, ils ne peuvent plus rien faire, en fait. Donc, ils s'écrasent. Ils s'écrasent, ils les soutiennent par lâcheté ou pour garder leurs privilèges. C'est tout simplement ça. Et ils espèrent ne pas être éjectés. Pour l'instant, en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que dans ces partis-là, c'est même plus, ils sont conscients, ils savent qu'il y a ce problème, ils savent qu'il y a ce phénomène, même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils ont peur de perdre leur place. Et Oui, donc, ouais, ouais, comme je comprends. ils s'écrasent, mais pour ne pas utiliser de termes vulgaires, mais ils s'écrasent complètement et ils espèrent juste ne pas être jetés, mais à un moment donné, ils vont être jetés. C'est très clair. Ah oui, oui, de toute façon, Il y a déjà eu des tentatives. Il y a déjà eu c'est des tentatives. exactement comme. Oui, allez-y, oui. Et déjà des tentatives Il y a eu des d'éjection. tentatives de mettre des personnes, des personnalités, des personnes d'origine des belgo-belges qui ont toujours été là dans les partis de gauche, de les mettre dehors pour prendre le pouvoir. Mmh.
Oui, donc c'est une véritable guerre de pouvoir qui a lieu au sein même des partis de gauche, voire d'extrême gauche, qui à la base ont pensé pouvoir se servir des islamistes et du vote dit communautaire musulman à leur avantage, et au final ils n'ont pas compris qu'ils ont signé un pacte avec le diable, et là c'est le moment de remettre son âme. C'est ce que Et avec Pano, c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand vous avez vu le discours de Rima Hassan, Hassan, exactement, c'est ça. eh bien, c'est exactement la même chose. Sauf Bah, que chez nous, pour- Mais ça a quand même un côté. Moi, ce discours-là, je remercie Rima Hassan. Enfin, c'est un côté jouissif. Moi, j'ai vraiment adoré vraiment cette scène. Elle est magnifique. J'adore. Ça fait tellement plaisir de voir des traîtres à leur peuple se faire marcher dessus par ceux à qui qu'ils ont pensé manipuler, qui en fait leur disent bah non. Ah, mais moi, et, je languis qu'il soit grand remplacé en premier. Hein. mais Je languis de ça, moi. Je en, préfère en, Rima Hassan largement hein, à l'autre. C'est quoi? Facile Ercilla Pano. Bah, Touré, là. ok. Ah oui, je Euh, préfère Rima Hassan. Je la préfère carrément. Ah oui. en parlant de donc Rima Hassan et tout son parti pris, donc poétique, idéologique, il y a une question qu'on vous a posée, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, tu peux comprendre. C'est Belmundo qui dit: J'ai beaucoup de respect pour votre travail, un grand merci pour ce que vous faites. Ma question est pourquoi ce soutien envers Israël? Y a-t-il une raison particulière? Et c'est vrai qu'il y a certains qui vous reprochent ça, enfin qui disent que votre positionnement pour Israël est un reproche. Qu'est-ce que vous en pensez? eh bien, je vais vous répondre à cette question. Elle est intéressante. En fait, pourquoi est-ce que je soutiens Israël et pourquoi je les soutenu, je les ai soutenus? Parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, depuis mon enfance, l'antisémitisme, je l'ai entendu. Donc on va pas jouer les Ah, moi hypocrites. aussi. Moi aussi. Comme si on était Vous êtes offusqués. d'origine marocaine et moi algérien, donc c'est Voilà, pareil. Les donc deux pays, c'est voilà, quand pareil. on écoute aussi Alexandre Rifai, on vient tous de différents pays et on a tous entendu Voilà, des, voilà. des trucs, des propos antisémites, premièrement. Deuxièmement, on nous dit, oui, les Palestiniens, excusez-moi, mais moi, je défends Israël, vous savez pourquoi? Parce que Mhm. justement, j'ai une tristesse pour ces enfants palestiniens. Parce que je trouve que le monde arabo-musulman utilise le peuple Oui, palestinien, ouais. utilise ses enfants, et que c'est eux qui en payent les conséquences, et qui vont grandir avec une haine, et que c'est eux qui vont être envoyés ensuite pour se faire exploser la gueule. Ça, c'est la réalité. Et le problème, c'est qu'il y a une hypocrisie au sein de la communauté, que ce soit musulmane ou des gens qui sont même, parce qu'il y a aussi des exmuses, hein, qui, dès qu'on parle d'Israël, il n'y a rien à faire, le logiciel, il commence à Se bugger. ferme. Ah oui, 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 c'est vrai. Il y a ça. Deuxième chose, j'ai été en Israël. Je ne connaissais pas, moi, Israël, honnêtement. Et franchement, avant 2021, j'ai jamais pris position ni pour l'un ou pour l'autre. Je voyais ça de loin. J'entendais qu'on parlait d'un conflit lointain, etc. Et je prenais position pour personne parce que je ne connaissais pas. Et quand je ne connais pas, moi, je ne donne pas mon avis. Exactement. Oui. Mais là, j'ai été, après 2021, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. J'ai été à un rassemblement en soutien aux Palestiniens où j'ai entendu des propos antisémites, mais gravissimes, mais vraiment pas un truc sur Israël et tout, mais vraiment des propos antisémites. Et puis j'ai été à une manifestation pour soutenir devant le consulat d'Israël. Honnêtement, les discours étaient complètement opposés. Quand j'étais devant le consulat, tous les gens qui étaient là, c'était des personnalités, beaucoup de juifs, en majorité c'était surtout des juifs, et honnêtement, ils étaient tous en train de dire: ah mais on veut la paix, on veut absolument qu'il y ait la paix entre les Palestiniens et entre Israël, etc. De l'autre côté, c'est pas ce que j'ai entendu. Donc là, ça m'avait choqué. Je me dis: attends, c'est quoi cette hypocrisie aussi? On dit tout le temps que les Israéliens ou les Juifs sont comme ceci, comme cela, alors que le problème vient de ça. Troisièmement, j'ai été donc en Israël et quand j'étais à Jérusalem, bah, j'ai vu des musulmans, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des juifs, ils cohabitaient, des femmes voilées, ils ne se calculaient pas, personne ne regardait personne, tout le monde se respectait. Je me sentais plus en sécurité là-bas qu'ici, honnêtement. Il n'y a jamais personne qui m'a posé quoi que ce soit comme question. Je n'ai pas subi de discrimination de qui que ce soit, honnêtement. Donc après, si vous voulez, moi, ça va être difficile de condamner un pays où ils sont tout le temps attaqués.
où ils sont insultés, où il y a eu un massacre, où on a pris des enfants, on a pris des femmes, on leur a fait subir ce qu'ils ont subi. Soit on est aveugle ou on est hypocrite, mais moi, je ne peux pas appeler ça autrement. Donc, me demander après de soutenir le Hamas, non, jamais de la vie, parce que c'est un groupe terroriste. Les Palestiniens, ceux qui ont soutenu le Hamas et qui les ont mis au pouvoir, jamais de la vie. Quand on a vu dernièrement les Israéliens qui ont été relâchés et quand on voit des femmes, des hommes, des enfants insulter, soutenir le Hamas, moi je suis désolée, il y a un problème. Israël, comme n'importe quel pays démocratique et n'importe quel pays qui serait attaqué, a le droit de se défendre. Si moi, des gens viennent chez moi et veulent me buter ou veulent toucher à des proches, je ne vais pas leur dire, écoutez, moi, je suis là pour aller, je veux la paix, etc. Si je sais qu'ils veulent m'exterminer ou qu'ils veulent tuer mes proches, moi, il n'y a rien à faire. Hein, je vais me défendre et je vais tout faire pour me défendre. Je ne vais pas leur tendre la joue. Hein. Ça, c'est mal connaître. Et d'ailleurs, on le sait très bien dans les quartiers, c'est là où on apprend le plus que dans un quartier, quand vous avez une bande, vous devez vous imposer par la force parce que si vous essayez de discuter avec eux, ils vous écrasent. Et on le sait très bien que c'est comme ça que ça marche. Donc, les gens qui viendraient me dire ensuite, ah, mais pourquoi, etc., pour moi, c'est surtout quand c'est des gens qui viennent de la communauté musulmane, ils ne peuvent pas ne pas savoir. Ou alors, ils se foutent vraiment de ma tête, ou alors, ils sont vraiment naïfs à ce point-là, mais ça, je ne peux pas le croire, quoi. Donc voilà, donc la réponse est claire. Et moi, je vous rejoins vers la fin, cette notion de, il y a avec certaines configurations anthropologiques ou sociologiques, c'est-à-dire que des gens n'attendent que la violence en face pour s'arrêter. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui veulent la diplomatie, qui cherchent la négociation, voilà, et d'autres qui ne veulent que rentrer dans une guerre. Donc soit on accepte de jouer le jeu pour se défendre, parce que là on parle de Mhm. survie. Ou soit on se laisse écraser, on se laisse mourir, et c'est une forme de suicide. Voilà, faut être, donc vous Et avez puis, raison. l'honnêteté, c'est que quand on regarde entre les Palestiniens et puis quand on va en Israël, quand un Israélien commet un acte, on va dire même un acte de terrorisme ou veut commettre un acte, etc., le pays même réagit et va le condamner. De l'autre côté, quand ça se passe, il est érigé en martyr. C'est là où il y a un problème. On voit déjà là, il y a à la base, il y a un problème. C'est-à-dire que d'un côté, on les célèbre, on célèbre ceux qui sont des terroristes, et de l'autre côté, on va les condamner. Il y a quand même une condamnation. Il y a des lois pour condamner des actes. Si vous Exactement. allez en Israël, si vous avez un musulman qui se fait agresser, je vous assure que la personne, enfin, israélien, parce que, bon, si on va dire plutôt, s'il y a un juif israélien qui agresse un Israélien qui est musulman, ben, l'Israélien, il va se faire condamner. Il ne va pas être laissé comme ça ou on ne va pas lui dire ah, bravo parce que tu as commis un acte de cette manière-là. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Un juif en Palestine, il se fait lyncher ou il se fait buter comme on l'a vu. Bah, il y a une promotion, la famille est payée, etc. C'est un héros. C'est là où on voit déjà qu'il y a un problème. Donc, comment voulez-vous soutenir un pays dans lequel on fait la promotion du terrorisme? C'est vraiment se condamner soi-même. Hein. Et je peux vous assurer que des Gazaouis, il y en a beaucoup qui viennent ici à Bruxelles. Et préparez-vous, parce que vous êtes en train de. Ceux qui défendent encore la Palestine à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte de la balle que vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Clairement. Parce que je peux vous assurer qu'à Bruxelles, ici, c'est eux qui viennent, qui défendent justement le Hamas. Ils sont à Bruxelles. Ouais. La pousse à café, vas-y. Vas-y. Pour moi, la différence, malheureusement, et je n'enlève aucune lettre à ce qu'a dit Fadila et auquel je souscris complètement. C'est, moi, je l'ai très très mal résumé dans un live, mais j'en suis même triste, désabusé. C'est un combat entre la vie et la mort, entre des gens qui ont un projet de société qui est basé sur la glorification de la mort, sur la recherche du bonheur dans une hypothétique vie post-mortem, et de l'autre côté, des personnes qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se sont retroussées les manches et ont bâti cette démocratie, la seule démocratie réelle du Proche-Orient. Je veux dire,
c'est quand même quelque chose qui parle. Oui, et Ça, puis, ça devrait, ça devrait, je veux dire, sauter aux yeux. Je crois que c'était en 2001 ou 2002, je sais plus, par là, où il y avait 2 soldats israéliens qui se sont égarés, qui se sont perdus, je sais plus où, et qui ont été lynchés. Et on a vu une foule, dont notamment cette photo célèbre d'un gars qui se met à la fenêtre et qui montre sa main pleine de sang. Et ça a été filmé. Et il montre, et regardez, mes mains, elles sont pleines du sang de l'ennemi divin, de l'ennemi éternel. C'est pas vrai que c'est un conflit territorial. C'est d'abord religieux, parce que dans l'islam, le juif est l'ennemi éternel. Jusqu'au jour du jugement dernier, il y a le hadith que tout le monde connaît. Oh, musulman, je suis un arbre, je suis une pierre, je suis soudainement doué du sens de la parole. Viens derrière moi, il y a un juif qui se cache et tue-le. Déjà rien que ce hadith, enfin, bref, vous avez compris. C'est quand même hallucinant. Moi, je préfère et, être du côté de la vie que du côté de la mort. Madame Fadema, si vous voulez réagir à ça, parce que je vais passer à autre chose. Ok. non, non, y a pas non, mais ce que je voulais juste rajouter, c'est posez-vous la question, il y a aucun pays musulman qui veut prendre des Gazaouis chez eux. Pourquoi Oui. ils ne veulent pas les Avoir prendre? l'Égypte, avoir l'Égypte qui a tout fermé, etc. Oui, Égypte, c'est la vrai. Jordanie, il y a aucun pays qui ne veut. Parce ils savent très bien que s'ils font rentrer ces gens-là dans leur pays, ça va être le chaos. Parce que il y a rien à faire, ils ont un projet derrière. Les pays musulmans sont les mieux placés pour savoir ce que c'est que l'idéologie des frères musulmans. C'est les premiers à savoir ce que c'est que l'idéologie derrière et le chaos qu'ils peuvent semer dans ces pays. Ils sont pas naïfs parce qu'ils connaissent la situation. Ils ont vu l'Iran. Regardez l'Algérie avec le fils. Quelle est la première chose qu'ils ont fait? C'est de massacrer tous les intellectuels, les chanteurs, tous ceux qui aimaient la vie. Ils Les ont massacré, il y a des gens journalistes, qui ont les tué médecins, tous, leur tous, tous. propre famille, leur propre famille. Ils ont tué des bébés, ils ont tué leur propre famille. Ça a Ils ont mis été un dans des crucifix, esclave. ils les ont mis dans des fours. Oui, 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 c'était ignoble, ignoble ce qui s'est Exactement ce passé. qui s'est passé le 7 octobre. On l'a vu aussi dans d'autres pays musulmans. L'Iran, c'est pareil. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on peut pas être hypocrite et se dire ah ben oui, Israël, c'est ceci, c'est cela. Moi, je dis d'abord, il faut qu'on fasse d'abord du nettoyage au sein même de notre communauté. Et quand on aura fait du nettoyage et qu'on se sera élevé, on va dire spirituellement et intellectuellement, à ce moment-là, on pourra aller critiquer les autres. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait nous pour élever justement notre propre communauté, entre guillemets. Même si j'aime pas trop parler en ces termes, parce que Oui, pour moi, je j'estime que comprends. je suis belge et que je suis née en Belgique et qu'à partir du moment où je suis ici et j'estime que j'ai de la chance d'être dans un pays comme le nôtre, même si tout ce que je vis actuellement, mais néanmoins, c'est pas comme si j'étais dans un pays musulman où là, ça aurait été catastrophique. Je me serais retrouvée dans la rue, là, ça serait pire. Ah oui, ça c'est sûr. Mais moi j'aimerais rebondir sur autre chose parce qu'on d'ailleurs on s'est rencontrés lors de la conférence au Sénat donc en Oui. 2024. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de vous écouter avec Madame Bergeau-Blackleur et donc Sonia Zadig et Chaprak Salah aussi, voilà. Madame Chaprak Salah, donc qui est avocate pour une association donc féministe iranienne Ahmadiyya. et du coup oui oui voilà c'est ça Femme Azadi et du coup votre discours m'a profondément marqué parce que c'est pour faire un peu écho à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la haine du juif. Vous avez dit dans votre discours, vous avez parlé de la frustration, du ressentiment, de la colère, qui lorsqu'elle ne pouvait pas s'exprimer légitimement, se Mmh. transformait en haine de l'autre. Et c'est terrible en fait. Et j'aimerais que vous puissiez juste partager voilà, votre pensée. Vous n'avez pas à refaire le discours ici. De toute façon, la vidéo est disponible sur votre site. Allez voir le site fadilamaroufi.com si vous voulez avoir accès à toute la conférence. Mais ça m'a profondément marqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette réflexion, cette notion de haine de l'autre qui est notamment présente dans les familles maghrébines et surtout musulmanes, parce que c'est l'islam qui aussi nourrit cette haine du Oui, mécréant, cette haine parce que c'est de l'occidental, du gaouri, du... Voilà, je vous en prie, allez-y. Oui.
Oui, parce que ça ne touche pas que les personnes qui sont maghrébins, etc. C'est Tout plus à large fait. que ça. Oui, les Moi, Turcs aussi, oui, évidemment. en Vous avez fait, raison, c'est vrai. moi, en fait, d'abord, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue avec le temps. C'est-à-dire d'abord avec ma propre expérience, de mes amis, de mes rencontres, du quartier dans lequel je vivais, et puis aussi dans le milieu du travail social. J'ai vu toutes ces parce que j'ai accompagné beaucoup de familles, surtout en majorité des familles, d'origine, maghrébine et marocaine, et ce que j'ai constaté, c'est la violence qui était présente. Mais, quand je dis violence, c'est pas juste c'est violence dans le quartier et qui se disait au sein de la communauté, mais on le savait, mais comme on sait, c'est interdit de remettre en question sa famille, ses parents. C'est interdit de reprocher et on dit tout le temps: «Il faut pardonner» et cetera. Donc il y a une violence qui ne peut pas être exprimée et finalement, quand on dit à des jeunes: «Ben, vous ne pouvez pas, en vouloir à vos parents, vous devez pardonner» et cetera, bah, cette colère, elle existe toujours avec tout ce qu'ils subissent. Par contre, le discours qui existe, c'est de dire: «Par contre, vous pouvez voler un mécréant, vous pouvez frapper un mécréant, vous pouvez insulter un juif» et cetera. Ah ben, pour le jeune, c'est clair que si là, on lui donne une autorisation, bah, forcément, s'il a une colère en lui, il va la projeter envers l'autre et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, c'est pour ça qu'il est important de le dire, c'est pas, si vous voulez, je ne le dis pas gratuitement, je ne le dis pas non plus pour «stigmatiser» entre guillemets la communauté musulmane, je le dis pour que les musulmans eux-mêmes, pour que les enfants qui sont issus de la communauté musulmane puissent exprimer ce qu'ils ont vécu et puissent se libérer de cette colère, de ces frustrations, de toutes ces difficultés qu'ils vivent. Parce qu'il y a ça, donc il y a cette violence qu'ils expriment envers l'autre, l'étranger, pour lequel ils ont droit finalement de commettre des attaques. Et puis, il y a aussi la violence intérieure pour qui il y a un développement psychiatrique, parce qu'il en existe. Il y a des gens qui sont dans la folie avec tout ce que cela implique. Quand vous avez subi de l'inceste depuis toute votre enfance, des violences, et cetera, et qu'il y a des familles aussi, on sait très bien qu'il y a, il y a un problème de consanguinité dans pas mal de familles. Tout ça fait que on a des personnes qui sont fragiles psychologiquement. C'est pour ça d'ailleurs que quand on arrête quelqu'un qui passe à l'acte, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il est fou. En réalité, c'est pas parce qu'il est juste fou comme ça ça veut pas dire qu'il faut lui pardonner, mais ça veut dire qu'il y a aussi un problème et qu'il faut le régler ce problème et il faut résoudre ce problème au sein de la communauté parce qu'il va y en avoir d'autres et quand dans des familles, il y a ces violences qui ne sont pas exprimées, on sait très bien dans le milieu psychiatrique que ça a tendance à être reproduit de génération en génération. Les tabous, tout ce qui est passé sous silence, à un moment donné, ça se reproduit. À un moment donné, ça va éclater. Alors ça apparaît soit sous forme de maladie, soit sous forme, de violence envers la société ou, en commettant des actes envers d'autres personnes pour lesquelles ils ont eu l'autorisation de tuer et c'est pour ça que vous avez aussi des jeunes, qui sont passés de délinquants versus ils ont été commettre le djihad parce qu'à partir du moment où ils devenaient un bon pratiquant musulman, entre guillemets, c'est-à-dire rigoriste et fondamentaliste, et qui pouvait aller faire le djihad, on leur disait, bah, si vous commettez si vous vendez de la drogue ou si vous avez des armes, si vous vendez des armes, et si vous le faites pour la cause, pour l'islam, bah, vous êtes un bon musulman, vous êtes bien vu par vos familles, vous êtes bien vu par la communauté, et en plus, vous allez aller au paradis si vous mourrez en martyr. C'est tout ça qui se joue en réalité derrière, derrière, si vous voulez, cette violence, il y a ça qui se joue, derrière tout le djihad, et cetera, en réalité. Parce que vous le savez, vous-même, Mmh. si vous êtes ex-musulman, c'est parce que vous êtes ressorti de l'islam, parce que vous avez bien vu à quel point c'était difficile, de grandir dans une famille musulmane. Eh bien, la souffrance qu'on subit ou qu'on ressent est tellement forte qu'à un moment donné, le seul échappatoire, c'est d'en sortir pour enfin pouvoir respirer. En tout En cas, fait, moi, c'est ce que cette j'ai pu haine expérimenter.
Exactement. En fait, cette haine, elle n'est pas naturelle. Aucun être humain à la naissance ne naît avec de la haine envers des catégories de gens sans que ces personnes ne lui aient rien fait directement. Cette haine, elle est forcément construite, elle est forcément héritée, voilà, à travers une éducation, une société, une famille, une école, etc. Et que ça soit dans des pays musulmans ou non musulmans, elle peut être véhiculée à travers une culture ou une religion. Et malheureusement, l'islam transmet la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Et c'est triste à dire. Moi, j'aurais voulu que ça ne soit pas comme ça, mais ça l'est. Il faut le dire. Et on a le courage de le dire, notamment vous. Vous le dites à visage découvert et avec des mots très bien formulés, très bien choisis. Vous avez raison. Tout à fait. Et c'est ça le véritable problème, c'est il faut dépasser la haine. On peut plus continuer à vivre dans cette haine parce que c'est elle qui entraîne derrière les actes de violence, les actes de mort. Mm. C'est à la base une pensée de haine. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Mais complètement, je suis complètement d'accord et c'est pour ça, les pays occidentaux, ils ont fait leur travail. Eux aussi, à un moment donné, bah, c'est dans toutes les sociétés. Il y a eu à un moment donné, même en Occident, il y a eu des périodes où des gens subissaient de la violence, etc. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait. Ils en sont sortis. Bon, tout n'est pas parfait, évidemment. Il n'y a aucune Bien société qui est sûr. parfaite, mais il tend à l'être. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de l'être. C'est pas d'y arriver complètement, mais on est dans un mieux. Par contre, de l'autre côté, on veut cacher. On est une société où, dans les pays musulmans ou dans la communauté musulmane, on a tendance à vouloir cacher. On n'est pas, tant qu'on n'a pas été pris, tant qu'on n'a pas été vu, c'est pas trop grave. La chouma, il faut surtout pas la honte. Voilà, Ah, voilà. ça se dit. Ben non, si on veut s'en sortir, il faut le dire parce que ça se passe dans toutes les familles. Il y a toujours des casseroles dans toutes les familles. Il ne faut pas penser qu'une famille est plus qu'une autre. Toutes les familles ont quelque chose à déterrer. Et il faut trouver des lieux safe pour en parler, des lieux où le secret professionnel est exigé, où on est sûr. Moi, j'ai eu des personnes, des familles, ils m'ont parlé de certaines choses qu'ils ont partagées. Je leur garantis l'anonymat parce qu'ils me disaient clairement, mais on veut bien vous dire, mais s'il vous plaît, ne le dites pas. Parce qu'ils savaient très bien que j'étais d'origine marocaine, Fadila Maroufi, et ils avaient peur que ça sache que j'aille balancer ça parce que vous savez comment c'est. Mais à partir du moment où je leur disais: «Non, non, vous inquiétez pas, je suis tenue par le secret professionnel et si jamais je romps ce secret, on peut me poursuivre en justice», bah, à ce moment-là, ils se sont dit: «OK» et ils ont pu se lâcher parce que les gens se sont rendus compte que 1, j'avais ce secret, de 2, que j'allais pas les juger. Moi, je portais pas le voile. J'allais pas leur dire: «Selon l'islam, c'est ceci, c'est cela». Il y a Mais aussi oui. ah mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours refusé que les femmes voilées, viennent travailler avec le voile. J'ai des Bah, ça a personnes forcément j'ai influencé derrière, la personne qui demande de l'aide, de l'accompagnement, du soutien, ça va forcément la restreindre, de certaines choses. Elle pourra pas se lâcher parce qu'il y aura l'autorité islamique qui sera, indirectement, peut-être, inconsciemment véhiculée par, ce vêtement. Voilà, qu'on le mais veuille ou non. imaginez une personne qui veut avorter et qui va avoir qui va aller, chez un prêtre pour lui parler d'un avortement. Bah, elle sait très bien la personne sait très bien que le prêtre va lui dire, «Non, non, tu peux pas, c'est interdit, quoi». Ils vont jamais on va jamais les demander, à un prêtre son avis sur l'avortement, c'est exactement la même chose. Il y a des interdits, en islam, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Moi, je les ai bien vues quand j'étais dans le milieu, ce que les femmes disaient aux jeunes filles à propos justement de l'avortement ou des plannings familiaux, on leur disait: «N'y allez pas, c'est haram, il faut pas avorter, c'est haram, il faut garder le bébé» et puis le bébé finalement l'éduquer dans la voie de l'islam, etc., etc., ça va complètement à l'encontre. Si vous faites violer, ben, il ne faut pas en parler parce que c'est Dieu qui punit, parce que c'est un musulman et on ne peut pas dénoncer, etc., etc. Vous voyez, c'est tout ce discours-là, en fait, que moi j'ai entendu. Et il faut rompre avec ça. Et le seul moyen de rompre, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent parler, qui doivent dire: «J'ai connu ça, je sais que ça existe, donc s'il vous plaît, parlez, ça va vous faire du bien» et je vous assure que quand on parle, quand, on a un endroit où on est safe, où on sait que les personnes vont nous écouter sans jugement, et ben, après, il y a un soulagement, il y a un travail qui est fait, qui va permettre à la personne de se sentir de plus en plus libre et de mieux en mieux.
En fait, exactement. À la base, donc, pour rappeler de quoi il s'agissait en termes de thématique de conférence, c'était la laïcité, un enjeu de liberté pour les femmes. Donc, deux points, l'exemple français. Pour vous, c'est quoi le lien entre la laïcité et le féminisme ou le combat pour le droit des femmes dans une société donc démocratique? Comment Bah, vous le voyez à votre échelle? Oui, je vous en prie, oui. et pour moi, la laïcité, c'est très clair. La laïcité, ça protège tous les individus, quels qu'ils soient, leur croyance ou pas, quelle qu'ils soient leur position politique. Elle garantit en fait la liberté pour chaque individu, heu et elle garantit l'égalité en droit. Donc pour moi, ça, c'est très clair. Moi, je suis féministe dans le sens où je suis pour que les femmes puissent jouir, on va dire, des mêmes droits, qu'il y ait une égalité en droit pour les femmes et les hommes. Mais je ne suis pas, misandre, je ne déteste pas les hommes. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être des féministes. Je n'exclus pas des hommes contrairement à d'autres. Je ne dis pas qu'un homme n'a pas le droit, de s'exprimer sur la question des femmes. Je pense qu'il y a des hommes qui s'expriment très bien et qui défendent encore mieux que certaines femmes, les femmes, et on voit très bien qu'il y a des femmes qui elles-mêmes, vont justement, on va dire, défendre l'inacceptable pour les femmes. On le voit, aussi bien chez les sœurs musulmanes qui défendent soi-disant la liberté de porter le voile, etc. On voit bien que c'est d'ailleurs l'éducation des enfants, ce sont les femmes qui les donnent. Donc les garçons, elles pourraient les éduquer justement à être dans l'ouverture et dans l'égalité, de respecter les femmes, etc. Sauf que c'est les femmes qui donnent une autre éducation à leurs enfants et à leurs garçons, et qui est très souvent qui joue en défaveur pour les droits des femmes. Donc elles sont tout Ah aussi oui. responsables que les hommes qui maltraitent les femmes. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose de notamment nouveau. Euh, pour revenir, par exemple, sur la radicalisation et même sur les faisceaux ou les groupuscules djihadistes, je sais pas si vous connaissez Louise Ali Hafi, qui a sorti un livre récemment concernant justement les réseaux de femmes islamistes, et qui dit qu'en fait, on a pendant très longtemps dans notre lecture ou dans les recherches sur la radicalisation, voilà, les conversions à des groupes de salafis et de djihadistes, on a trop longtemps focalisé sur les hommes, on n'a pas assez focalisé sur les femmes, parce qu'on a nié leur capacité à organiser des plans, des stratégies militaires, à être des vectrices de violence, de haine, voilà, de patriarcat, de valeurs patriarcales, excusez-moi, etc. Et en fait, on a viré d'un pan de l'analyse voilà, un élément fondamental, c'est qu'il n'y a pas de genre à la violence, il n'y a pas de genre à à la pensée radicale en vérité. Donc hommes comme femmes peuvent alimenter, implémenter et imposer un système chaotique et destructeur, même qui serait autodestructeur d'ailleurs, parce que oui, le régime islamique n'est pas favorable à l'épanouissement de la femme, pourtant il peut être proposé et imposé par les femmes elles-mêmes, qui sont convaincues du bienfait de cette idéologie. Ça peut paraître contradictoire en soi, mais l'humain n'est pas forcément censé être cohérent, n'est-ce pas? Donc voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est très nouveau quand on commence à se rendre compte du rôle des femmes dans ce genre de groupe, par exemple. Mais Salafis, parce que djihadistes, fréristes et tout. mais ça s'explique en fait parce que, si vous voulez, d'abord on a une vision où la femme est victime tout le temps, une éternelle Voilà. victime, ce qui Mhm, n'est mhm. pas toujours le cas. Bien sûr, il y a une différence de force physique entre les femmes et les hommes, ça se voit plus parce que physiquement aussi, ils font des dégâts physiques. Mais il existe, c'est moins fréquent, des femmes violentes, on va dire physiquement. Souvent la femme, elle peut jouir aussi de la violence psychologique. Par contre, l'autre chose, c'est que, chez les frères musulmans, il y a quand même, Youssef El-Qaradawi, qui a très bien compris, qui a dit que les femmes, c'est elles qui peuvent éduquer. L'éducation passe par les femmes, donc les femmes ont un rôle important à jouer, et Youssef El-Qaradawi, Tarek Ramadan ont donné ce pouvoir-là à ces femmes.
de servir la Oumma. Et donc, qu'est-ce que ça a eu comme effet? C'est que certaines femmes ont cru finalement que c'est comme s'il y avait une reconnaissance de leur part et qu'elles étaient choisies par Allah. C'est comme ça qu'elles le disent. Ils disent, vous êtes choisis par Allah pour vous, pour le projet en fait de la Oumma. Et c'est pour ça que certaines femmes sont plus zélées que les hommes. Ils sont plus actifs aussi. C'est ça qui explique en fait tout simplement qu'on a des femmes maintenant, des influenceuses, etc., sœurs musulmanes ou ce que moi j'appelle des sœurettes, qui sont prosélytes et qui font tout le travail de répandre en fait l'islam politique. Qu'est-ce que vous pensez du billet des coûts irrécupérables? Vous savez, en psychologie, il y a ce phénomène qui consiste à, comme quand on joue au poker, plus on perd de l'argent et plus on continue à en perdre parce que ça nous fait trop de mal d'accepter, enfin, notre ego d'accepter d'avoir tant perdu. On se dit qu'il y a toujours moyen de rattraper après. Et en fait, certains disent que les femmes qui s'engagent dans le djihad, etc., elles ont déjà tellement perdu, elles ont déjà tellement souffert, elles ont tellement été rabaissées, humiliées, qu'elles peuvent plus maintenant remettre en question tout le système dans lequel elles ont été endoctrinées, et elles ne peuvent que, comment dire, voilà, suivre une pente glissante et aller de plus en plus dans la barbarie et dans la violence, parce que ça ferait trop de mal à l'esprit humain de se dire que tout est faux et que tout ce temps, toute cette énergie, tous ces efforts ont été perdus. Parce que c'est beaucoup plus, en termes de sacrifice, Mhm. beaucoup plus Mais, gigantesque en tant que femme qu'en tant qu'homme. C'est beaucoup plus facile en tant qu'homme de se dissocier de ce système qu'en tant que femme. Parce que mais la en femme fait, sacrifie tout dans l'islam. Tout, 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 il y a, tout, tout. il y a deux choses. La première, je pense que c'est Emmanuel Lévinas qui disait, pour un Mhm. individu, peu importe qu'on dise du bien ou du mal de lui, ce qui est important, c'est qu'on reconnaît, en fait, c'est qu'on le reconnaisse, c'est qu'il existe. Et quand vous avez des individus, et notamment les femmes, qu'on a passé sa vie à les humilier, à les rabaisser, etc., si elles n'ont pas la force de se battre, eh ben, elles se disent bah, autant exister autrement. Et ce qui est permis, on va dire, dans la communauté, c'est de servir la communauté. Donc, elles vont aller à fond là-dedans et elles vont se persuader finalement que c'est ce qu'il y a de mieux pour elles et pour les autres. La deuxième chose, c'est que pour ces femmes, sortir, prendre une autre position, ça coûte. Et vous le savez tous, puisque vous en faites partie, c'est qu'à partir du moment où vous ne voulez plus suivre, vous ne voulez plus obéir, etc., eh ben, il y a le risque, et c'est souvent ce qui se passe, le rejet de la famille, le rejet des parents, le rejet de la communauté, on se retrouve seul. C'est un choix qu'on doit faire en fait. C'est une question de choix tout ça. Est-ce que je vais prendre la force d'essayer et d'aller de l'autre côté, ce que je ne connais pas, cette liberté, mais que je ne connais pas, donc je vais aller dans l'inconnu, ou est-ce que j'ai tellement peur que je vais plutôt rester et je vais plutôt finalement essayer d'être une bonne fille, une bonne musulmane, une bonne femme pratiquante, etc. C'est ça qui se pose pour moi. Je pense que c'est ça qui se pose. Quand je vois certaines de mes anciennes amies d'enfance qui portent le voile, qui sont pro-palestiniennes, etc., et qui sont là absolument, et et qui le font d'une manière tellement sincère. Quand je les rencontre, j'en ai déjà rencontré, hein, quand je les vois, elles baissent les yeux parce qu'elles savent que je sais, que leur sourire est un faux sourire, qu'au fond d'elles-mêmes, elles sont en souffrance, qu'elles souffrent, qu'elles ne sont pas d'accord avec tout ça. Mais elles ne vont jamais, comme il y en a une qui a osé une fois me le dire, mais si je fais ce que j'ai envie de faire, ben ma famille va me mettre dehors. C'est ça l'enjeu derrière. Il y a véritablement une vraie souffrance et une vraie peur, mais c'est un choix et c'est ça être adulte. À un moment donné, c'est qu'on doit pouvoir faire le choix et prendre ses responsabilités. Ça n'excuse pas après tous les choix qu'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que si, vous choisissez d'aller dans le camp du djihad ou du prosélytisme et cetera, vous êtes conscient et vous êtes responsable de vos actes. Pour moi, il n'est pas question de leur trouver des excuses. À un moment donné, on fait un choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre cette voie-là, mais plutôt de me battre pour ce que j'estime être juste et défendre mes valeurs. Et j'aurais pu très bien
avoir une très bonne situation en étant de l'autre côté. Honnêtement, si j'étais de l'autre côté, j'aurais eu mais vraiment, plus de possibilités, hein, en termes de carrière, en termes politiques et cetera. Mais c'est pas cette voie-là, j'en voulais pas. Parce que ça m'aurait coûté d'être en contradiction avec mes propres valeurs et c'est un choix qu'on fait et après, bah, on assume les conséquences. Évidemment. Mais du coup, hem, parce qu'en parlant des jeunes filles et des jeunes hommes, il faudrait alors favoriser des structures, associatives ou étatiques pour leur permettre justement de pouvoir se retrouver, pas du jour au lendemain à la rue si jamais justement ils décident d'affronter leur famille, et de ne pas, voilà, accepter de se faire imposer le voile, de se faire imposer une éducation islamique ou autre. Et donc du coup, c'est là où l'État doit jouer un rôle en fait, parce que certes, vous avez raison de nous dire que on est responsable de notre propre vie jusqu'à une certaine mesure, mais si derrière c'est juste de l'autodestruction et pour qu'à la fin des jeunes de 16, 15 ans se retrouvent fugues et se retrouvent démunis, ça serait pas non plus souhaitable. Donc il faudrait que derrière l'État fasse en sorte de pouvoir aider euh, ces jeunes filles et garçons à s'émanciper. Voilà, Bah, du nous, carcan on le familial auquel ils sont. mais Oui. on le fait. En fait, on le fait, il y a des travailleurs sociaux. Moi, je le fais. C'est-à-dire que quand je vous ai dit là tout à l'heure, j'ai exfiltré des personnes de leur famille et cetera, pour leur trouver ensuite des logements d'urgence et qui sont protégés. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais chez nous en Belgique, on a ce qu'on appelle le guide social. Le guide social, Mhm. c'est une espèce de bottin où vous avez toutes les structures associatives belges, dont les structures, d'accueil pour les femmes et les hommes et cetera. Mais il y a des Ok. structures qui ne sont pas reprises là-dedans, si vous voulez et donc moi, quand j'ai des personnes qui sont dans ces cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans des structures qui ne sont pas reprises et qui sont protégées et pour moi, c'est Hmm. ça important pour ces jeunes filles ou ces jeunes garçons de leur dire: «Il y a pas de on peut vous protéger, on peut vous mettre dans des structures et il faut surtout savoir comment les accompagner» parce que quand on sort, quand on fugue, quand on sort de la famille ou dans une famille qui est problématique ou d'une communauté qui est problématique, c'est qu'après on se retrouve seul, il y a des angoisses et cetera. Donc c'est surtout de comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les encadre et tout. C'est là où parfois ça peut être problématique parce qu'il faut être constamment, présent pour eux, parce qu'ils sont fragiles à ce moment-là. C'est un moment où ils sont vraiment fragiles, où il y a de la crainte, où il y a des peurs et donc il faut constamment les rassurer. Mais c'est faisable, c'est possible. J'en ai déjà Mais fait oui. et Mais qu'est-ce et qui manque en ce moment? Est-ce qu'il faudrait bâtir plus de structures? Faudrait plus de travailleurs sociaux? Faudrait plus de financement? Qu'est-ce qui manque pour justement aider à améliorer la non, situation? c'est d'abord c'est au niveau en termes de travailleurs sociaux, c'est la manière d'abord de les former sur la question. Il y a très peu de formation, Hmm. il y a peu de gens qui connaissent réellement ces problèmes. Deuxièmement, c'est que vous ne savez jamais, quand vous avez un travailleur social en face de vous, s'il est issu de la communauté musulmane, vous ne savez pas de quel côté il sera. Vous ne Ah savez pas oui. s'il va vous trahir ou pas. Vous voyez? Il y a ça qui joue, Hmm. hein. Le téléphone arabe, il fonctionne très bien. Donc les gens le savent. Donc il faut savoir de quelle structure. Moi, si vous voulez, j'ai des relais. J'ai mes relais, j'ai les travailleurs sociaux en qui j'ai confiance, avec qui je travaille. Je ne travaille pas avec une structure en particulier, je travaille avec des travailleurs sociaux où je sais que la déontologie et l'éthique va être respectée et c'est Donc ça qui est faudrait peut-être renforcer les lois sur le non-respect d'une certaine déontologie du travail social, alors peut-être. Parce que faudrait punir sévèrement toute infraction. On est d'accord, hein, une sorte de je crois que code, une surtout sorte qu'il de faut charte, non? non, je crois Peut-être. surtout que maintenant il faut d'abord il faut commencer par structurer parce que maintenant il y a tellement d'associations qui sont complètement gangrénées que c'est très compliqué. Par contre, Ah oui. Ok. le fait que nous, que ce soit chez les ex-muses ou d'autres personnes qui sont conscients du phénomène, puissent accompagner de plus en plus ces gens à sortir et petit à petit, on va créer des groupes de personnes, des relais, des personnes qui pourront vraiment faire ce travail. C'est ça qu'il faut. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est plus de relais. Après, le problème, c'est qu'il faudrait aussi donc un peu.
comment dire, nettoyer tous les groupes qui ont été gangrénés aussi, parce que ils vont être un peu de la concurrence déloyale Et ça, face ça à va des se gens qui voudront bien faire. oui, Ouais. Si, ça si je ça peux, ça oui, se fera. Pardon. ouais, non, si je peux intervenir, j'ai souvenir qu'on m'a appris que à l'époque où on a mis en place la laïcité, le système scolaire, c'était très dur à l'époque et les profs, on les appelait les hussards de la République. On les avait formés à être vraiment anticléricaux, quoi, et enseigner des valeurs républicaines. Aujourd'hui, on a des enseignants qui font des rappels aux élèves quand ils font pas le ramadan. Mmh. Donc, les associations peuvent faire ce qu'elles veulent. Une gamine de 17 ans qui est au lycée, elle n'a pas connaissance des différentes associations, hein. Ce qu'elle sait, elle, c'est son univers à elle. C'est le prof d'histoire géo, la prof de maths, c'est ces trucs-là et sa famille. En gros, hein, ça tourne autour de ça. Donc, c'est là qu'il faut taper, c'est là qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'il faut reformer des hussards de la République et pas ces profs islamo-compatibles qui sont bien gentils, hein, des bobos bien gauchistes et qui vont rappeler aux gamins, mais pourquoi, oh, tu fais pas le ramadan, quel dommage, c'est un enrichissement culturel quand même, ta culture à toi qui est maghrébin, maghrébine, c'est l'islam. Tu vois, là, moi, ce qui me pose problème, c'est au niveau de l'État. C'est à l'État de gérer ça. C'est pas normal que des associations prennent des risques, que des gens se mettent en danger parce qu'ils font le travail que ne fait pas l'État. Il y a, voilà, politiquement, il y a un vrai problème, en fait. Mais parce il faut relier, remonter tout ça. Et le problème, c'est que c'est comme je vous dis, les associations sont tellement gangrénées qu'il y a personne qui relaie aux politiques. Parce que le politique, lui, il voit pas ce qui se passe sur le terrain. Il est pas au courant. Juste pour, il y a monsieur, BL Mondo qui dit que Louise El Yafi, elle a fait un travail d'infiltration et c'est vrai, elle a aussi fait un travail concernant les femmes. Je pense que ça vaut vraiment la peine aussi. C'est vraiment un ouvrage qui vaut la peine d'être lu. Quand tu parlais tout à l'heure, Fadila, du téléphone arabe, avec des grosses guillemets, hein, Mmh. et de certaines administrations, certains secteurs de la République qui sont, entre guillemets, infiltrés, il y a quelques années en France, il y avait un équipage de la BAC, de la police, qui partait faire une interpellation. Mais il leur manquait une ou deux petites informations avant de faire cette interpellation. Donc, ils appellent le service ad hoc. Le service ad hoc, ça veut dire le service concerné. Et Mmh. le policier de la BAC, il tombe sur un gars qui dit oui, salut, je m'appelle, matricule machin et tout, etc. Affaire machin et tout, etc. On va interpeller un tel, etc. Voici, bref, ils font leur procédure. Le type, il leur donne donc les infos dont ils ont besoin. Et ils partent faire l'interpellation. Mais quand ils arrivent, le gars n'est plus là. Le gars qui veut l'interpeller, il n'est plus là. Et après coup, ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient appelé désolé hein, si je caricature, ils avaient appelé un Mohamed qui était dans ces services-là. Mmh. Tranquille, hein, il vient tous les jours, tranquille, il serre la main aux femmes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signe de radicalisation, rien. Mais simplement, lui, il a reçu un appel de Bertrand, de la BAC, qui lui dit on va aller interpeller Youssef. Lui, quand il a raccroché, alors Youssef, Barakallahu fik, mon frère, je t'appelle parce que non, 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 non. Bah, oui, c'est le communautarisme. C'est vrai, c'est vraiment triste. C'est vraiment Mais triste. dans tout le milieu, on voit bien que c'est complètement noyauté et infiltré. C'est bien ça notre problème. Et malheureusement, le politique, il sait plus, ils sont complètement dépassés. Ils voient qu'il y a un problème en réalité, mais ils ne savent plus comment faire. Ils savent pas gérer la situation. Ils ont tellement peur. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que l'infiltration s'est faite partout. Elle s'est faite d'un point de vue politique, médiatique, donc d'un point de vue des tissus associatifs, dans le secteur du social notamment, et dans le secteur aussi dans le milieu de l'éducation nationale. Donc le problème, c'est que vous avez raison, il va falloir travailler en parallèle, créer des relais, des alternatives, mais aussi penser à dénoncer toute la gangrène, voilà, Oui. tout le parasitage qu'il y a déjà. Et ça va être plus difficile à faire.
Et Oui. pour moi, je suis désolé, mais il faut renforcer la déontologie corporatiste. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour moi, mettre en place des lois pour surveiller voilà, les professeurs, pour surveiller les députés, ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils ont le droit de faire, avec qui ils copinent, par qui ils reçoivent leur financement. C'est triste de devoir en arriver là, parce que voilà, on aurait voulu donner Mm. plus de liberté et faire Non. confiance aux gens. Mais là, Ouais. on constate que il y a une rupture de la confiance publique. Moi, en tant que citoyen, je n'arrive plus à faire confiance Ah oui. euh, aux professeurs, aux chefs d'association, ou voilà, à certains travailleurs sociaux, comme tu l'as dit, Fadila, qui peuvent être complètement corrompus, à certains politiques, à certains médias. Donc nous, on est l'alternative. Par exemple, d'un point de vue médiatique, nous sommes l'alternative. Toi aussi, tu es l'alternative par rapport à d'autres rôles que tu incarnes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vas-y, bébé. Vas-y. Ouais, je disais, c'est pas triste, hein. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, même avant le problème de l'islam, de l'entrisme islamique en France, hein. C'est contrôler les représentants du peuple et pas leur laisser. Tu dis, ah, c'est dommage de ne pas leur laisser libre. Bah non, faut pas qu'ils soient libres, hein. Ils nous représentent, faut qu'on les contrôle quand même, un minimum, parce que sinon ils vont nous trahir forcément, hein. Ça c'est Non, mais clair. Donc, voilà. à la base, si on les laisse Faut qu'on être les élus, flique, c'est là. Tu connais la qu'on leur nature fasse humaine. confiance. Mais si La on nature. arrive, Non, oui, mais non. si on arrive à contrôler, surveiller les gens, c'est ça qui est triste. Mon choix, Pas on élit des gens arriver là. dans un panel limité de gens corrompus qui sont déjà tous des casseroles et tous On est corrompus. d'accord. On doit On est d'accord. choisir parmi eux. Donc non, il faut les fliquer, il faut les filmer jusque dans les chiottes. Je suis désolé, moi c'est mon point de vue. Après, c'est comme ça, hein. Moi je les filme jusque dans les chiottes. Ça c'est clair, hein. Euh, Ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent. Ok, mais c'est love the story, tu vois, love the story. Et filmer exactement. jusque dans tes chiottes. C'est tout, hein. D- d- Voilà. d'a- Et ensuite, alors, oui, par rapport à Fadila, qui oui. parlait de. Mince, j'ai oublié du coup. Que c'était les hommes politiques. Attends, c'était quoi? Ah, j'ai oublié. Bah, j'ai oublié. C'était du même acabit, hein. C'était. Ah oui, ils ont peur, ils ont tellement peur. Non, c'est pas une excuse qu'ils aient peur. Je suis désolé. Et ça me fait penser à ce que toi et Régulus avez lancé comme concept de dimitude volontaire. Ce sont des dhimis Oui, volontaires. Ils ont oui, bien peur sûr. pour rien. Je suis désolé, ce sont des élus de la République. Ils votent des lois, ça les engage à rien. Il n'y a personne. C'est pas comme le mec qui brûle des Corans en place publique. C'est des mecs qui votent des lois au milieu de tout le monde. Ils peuvent le faire. Il n'y a personne qui va venir leur faire des pragmatisations à domicile. Donc, ils ont peur pour leurs revenus, pour leur retraite de ministre. Ils ont peur pour des avantages, de perdre certains avantages que n'ont pas la majorité des Français. Voilà, ce sont des nantis, ce sont des dhimis volontaires. Ce n'est pas une excuse. Ils ont peur pour rien. Je suis désolé. Nous, on devrait Moi- avoir peur. Fadila devrait avoir peur. Mais pas eux. Je suis désolé. Non, c'est pas j'aurais- possible. Exactement. J'en pose une question donc pour poursuivre sur le sujet. Donc par rapport aux outils pédagogiques pour prévenir la radicalisation dans les écoles par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des professeurs, à des enseignants pour prévenir la radicalisation? Vous qui avez infiltré les organisations féminines, musulmanes, donc on pourrait se baser sur quel genre de signaux d'alerte qui seraient les plus visibles euh, pour vous repérer rapidement qu'un jeune est en train de se radicaliser et prévenir ça, ou stopper le processus, on va dire, du mieux qu'on peut, bien sûr, et le signaler à temps. Vous en pensez quoi, à votre niveau? Est-ce que c'est D'abord, possible? ça dépend aussi du degré de radicalisation. Quand vous avez un jeune qui est complètement radicalisé, qui peut passer à l'acte et qui a des propos, qui tient des propos, etc., il y a des mesures à prendre. Mais pour ça, il faudrait déjà que les professeurs, que la direction soient soutenus. S'ils ne sont pas soutenus, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils se mettront, eux, en danger. On l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec Dominique Bernard. Donc, moi, je pense qu'il faut protéger l'école. Il faut au niveau politique, que ce soit les représentants, on va dire, de l'enseignement, soient fermes là-dessus. Que quand on vient à l'école, on respecte les règles de l'école. L'école doit être un sanctuaire, on doit le protéger. Quand une élève ou un élève arrive à l'école, il ne vient pas avec des propos sur le religieux. À partir du moment où vous êtes très clair, vous allez voir que déjà là, les jeunes vont commencer à respecter.
Le problème, c'est on les a tellement laissés à vouloir essayer de les comprendre, parce que vous comprenez, il faut les écouter, il faut voir leur point de vue, etc. Non, il n'y a pas de point de vue. Tu vas à l'école, c'est pour être éduqué, pour apprendre. Tu vas pas à l'école pour donner ton point de vue. Tu es là pour apprendre, à avoir un esprit critique, pour former ton esprit à la connaissance, pas pour donner ton point de vue. Et c'est ça là qui est notre problème dans l'enseignement depuis des décennies. C'est parce que ce sanctuaire, en fait, on l'a ouvert à l'extérieur. Quand je dis on l'a ouvert à l'extérieur, c'est qu'on a laissé pénétrer des associations diverses qui sont venues avec leurs idéologies. On a laissé les parents rentrer dans les écoles. Ça, pour moi, c'est une grave erreur parce que c'est une façon pour les parents de contrôler finalement ce qui s'y passe. D'ailleurs, Leurs frais, d'ailleurs, garçons. pardon, mais les associations de parents d'élèves type FCPE, PEP, tout ça, est-ce que elles n'ont pas été gangrénées, elles, justement, été utilisées comme cheval de Troie ou pas? Mais donc, attends, le comité des parents, il peut être très bien s'il y a un cadre. Si dans une école, vous acceptez qu'il y ait un groupe de parents pour aider l'école, mais quand je dis aider, c'est aider à trouver des financements pour pouvoir ensuite financer des balançoires, des machins, et cetera, OK. Mais pas pour qu'ils y rentrent et pour qu'ils aient leur mot à dire sur le contenu des cours, sur le spectacle de fin d'année, et cetera. Je vais vous raconter, si vous avez 2 minutes, je vais vous raconter, ce qui s'était passé, un cas concret d'une école où moi j'ai grandi, où j'étais, mais par la suite en tant qu'adulte, où j'ai pu, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé là comme étudiante, où je donnais cours de foot, si vous voulez. Et dans cette école-là, en fait, en face, il y avait une mosquée. Et le prof de religion islamique, parce que chez nous en Belgique, les écoles, de l'État, ils dispensent des cours de religion, ce qui n'est pas le cas en France. Et le professeur de religion islamique avec d'autres, il a dit: «Bah, tiens, est-ce que, on pourrait pas faire la fête du mouton à l'école et comme ça serait un partage, vous allez voilà, on veut partager un repas avec vous et cetera, dans la bonne humeur et cetera et cetera». Les profs se sont dit naïvement: «Ah chouette, c'est une bonne idée, on va pouvoir enfin comprendre et savoir ce que c'est, et c'est bien de faire ça autour d'une fête et tout». Ils ont fait ça avec la mosquée, parce qu'évidemment le professeur de religion islamique était un frère musulman. Ils ont fait ça avec la mosquée. À la mosquée, ils ont égorgé les moutons, ils les ont cuits, ils ont ramené ça à l'école. Première année, ça s'est très bien passé. Il y a eu une fête, les enfants se sont bien amusés, et cetera. L'année suivante, au moment où, l'école, a dit: «Bah, on va faire une fête de fin d'année où les enfants devaient faire leur spectacle», l'imam leur a dit: «OK, vous montrez le spectacle». «Ah mais là, ça ne va pas ça. Ça va pas du tout, ça cadre pas avec l'islam, avec les préceptes de l'islam». Et le directeur a dit: «Bah oui, mais bon, c'est l'école, vous savez», il lui a dit: «Bah OK, si vous ne l'enlevez pas, je vais le dire à toutes les familles, il y aura personne ne viendra à l'école». Et comme ils étaient quasiment à 95 voire 98% de musulmans, je peux vous assurer que c'est l'école qui a abdiqué. C'est comme ça que ça se passe. C'est la folie ça, mais il y a pas eu une couverture médiatique sur, Ah ce non, fait pas du tout. divers? Non, pas du tout. Personne s'en est plaint. Le quartier était complètement, c'est un quartier où il y a une grande majorité quasiment que de musulmans. Les associations, bah, comme ils viennent en aide essentiellement à des familles musulmanes, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur. Et vous savez, c'est les mêmes endroits où, quand le professeur de gym sanctionnait une fille qui ne voulait pas aller à la piscine, eh bien, le grand frère venait et tabassait le professeur devant l'école. Et il passait vraiment à tabac. C'est vraiment moi des choses que moi j'ai vues. J'invente même pas, c'est pas on m'a dit, c'est je l'ai vécu. Pas une fois, pas 2 fois, mais à plusieurs reprises. Au point que le professeur a changé d'école. Il en pouvait plus. Ah bah, il En suffit Pour, d'une fois, hein, tu changes pour d'école. clarifier, pour Ouais, clarifier notre discours, notre prise de position, pour les gens qui écoutent en direct et les gens qui écouteront la rediffusion, il faut qu'ils comprennent que l'école n'a pas vocation, n'a pas la volonté de dire aux croyants, abandonnez votre croyance. Absolument pas. Ce que dit l'école, en tant que sanctuaire, comme tu le rappelais tout à l'heure, Fadila, c'est, s'il vous plaît, ayez la politesse, ayez l'obligeance
pour permettre le meilleur vivre ensemble, le meilleur apprendre ensemble possible, de mettre en pause votre religion quand vous entrez à l'école. Vous la laissez comme d'une sorte de vestiaire, vous la laissez à l'entrée de l'école et vous la récupérez en sortant dans l'état où vous l'avez laissée. Il n'y a aucun problème. Les attaques qui sont faites dans les débats de abaya, de machin, de ceci, de cela, il y a en filigrane, l'école veut désislamiser nos enfants. Ce qui n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est pourquoi certains croyants, et j'espère que des croyants écoutent en direct ou écouteront cette rediffusion, doivent comprendre que l'école n'a pas vocation à dire à leurs enfants ne soyez plus musulmans, ne soyez plus chrétiens, ne soyez plus ceci, ne soyez plus cela. Mais juste, par respect de tout le monde, cette neutralité, c'est que quand on va apprendre à quelqu'un une science, pratiquer un cours de sport, de la natation, etc., c'est pour la sociabilisation des enfants, des étudiants, des collégiens, des lycéens, de tout ce que tu veux. C'est pas pour leur dire on va vous retirer votre croyance. Oui, pardon. Juste parce qu'on va libérer Fadila, donc on va lui dire au revoir, on va lui laisser le dernier mot et après tu pourras poursuivre si tu veux. Y a pas de souci. Pardon Fadila. Elle ne devait pas rester autant de temps. Et franchement, merci beaucoup pour le coup. Nous a donné je vous en prie, merci à vous. Non, en fait, la seule chose que je voulais rajouter, il y a Soraya que vous devez connaître qui fait un super et magnifique travail où elle prend où elle essaie d'avoir des expériences, des témoignages de personnes. Surtout, n'hésitez pas à lui écrire et à lui donner des témoignages parce que c'est par là aussi. Là, j'ai vu qu'ils en ont parlé dans Sud Radio. Franchement, je pense qu'au plus il y aura du monde qui témoignera et qui témoignera de tous les vécus, de tout ce qu'on a pu subir, qui fera qu'on va commencer à se libérer. Donc vraiment, vraiment, soutenez-la. C'est vraiment quelqu'un de formidable qui a une super idée et qu'il faut vraiment soutenir. Et elle a vraiment besoin des témoignages et que des gens osent le faire, même anonymement, que ce soit des hommes et des femmes. Donc, allez-y surtout, c'est la révolution des cœurs. Si vous pouvez mettre le lien, ce serait super. On va le faire, on va dans la description, on va l'afficher, pas de souci. Il y a Sonia Zadig aussi qui a fait un travail. Ah, Fadila est déjà partie. Ouais, elle devait partir. Ok. Non, Sonia Zadig a fait un excellent travail. Elle a sorti un ouvrage sur les apostats, les ex-musulmans. C'est vraiment quelqu'un aussi qui est une psychanalyste, psychologue, clinicienne, et qui, elle aussi, est très consciente. Elle a vraiment une super expérience, donc n'hésitez pas à l'inviter pour qu'elle puisse vous parler de tout ça, parce que maintenant, les langues se délient. Alors, je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui viennent faire leur propagande, etc., et qui traitent les gens avec qui ont des anathèmes, etc. Mais c'est en invitant des personnalités comme Sonia Zadig, etc., que vous allez voir que les langues vont se délier et que finalement, toutes les personnes qui vont essayer de nous faire taire ne pourront plus trouver d'arguments contre nous. Merci beaucoup à tous en tout cas. Donc, je vais devoir vous quitter, mais merci pour cette belle soirée. À très bientôt. De rien. Au revoir. Très bientôt, Fadila. Merci à toi, Fadila. Merci. Donc,